Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, nous réitérons avec un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, c'est peut-être que vous n'êtes pas adepte du ballon ovale. Oui, en effet, il est un sportif, mais également plus qu'un sportif. Je vous dirais, messieurs, dames, qu'il est un homme accompli. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, dans un premier temps, un champion, oui, de la Ligue canadienne de football, à plus de 3 reprises, messieurs, dames. Mais également, on le connaît dans le monde de la finance. Il est conseiller financier, mais également analyste sportif. On a eu la chance de l'entendre à 6,90 de TSN. On a eu la chance de le voir à RDS et sur les réseaux sociaux. C'est avec une énorme joie, messieurs, dames, et comme on dit, avec honneur, respect, qu'on reçoit à Coconut Podcast celui qui a fait trembler le football collégial, universitaire et même, je vous dirais, professionnel. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Coach Danny Derivo. Humblement. Merci Alain Joe. Comment ça va? Ça va super bien. On se remet d'une longue séquence. Pour moi, de septembre à février, c'est une période très chargée. Le football, la finance, la famille, les différents projets connexes. Donc là, on commence à prendre un peu de repos. Là. Excellent. On est content de te voir souriant, d'attaque, comme tu l'as toujours été, sur le terrain. Coconut Podcast, on s'intéresse quand même à la vie de nos célébrités. Hein? Tu rentres dans cette catégorie. Tranquillement, pas vite. On aimerait avoir... on a passé près de 2 années et demie de pandémie. On en ressort graduellement, là, tranquillement, pas vite. Là. J'aimerais avoir des nouvelles... tu me corriges, hein? De celle qui te supporte, Dame Marie-Pierre, mais également de tes 2 petits anges, tes amours, Samuel et Théodore. On t'écoute, Danny? Ils vont super bien, heureusement pour Marie-Pierre. C'est à cause d'elle que je suis capable d'entreprendre toutes les choses, d'aller au bout de mes ambitions. Si elle n'était pas là pour être à la maison des fois quand je suis absent le soir, faire des devoirs, maintenir le fort, c'est sûr que je ne serais incapable de... C'est le socle, le poteau mi-temps, comme on dit en créole. C'est la fondation. Okay. Si elle ne me permettait pas de faire ces choses-là, je ne serais pas capable d'en faire autant. Puis je pense qu'elle comprend que c'est le rôle qu'elle doit jouer et que moi, j'ai un rôle à jouer pour faire des choses qui sont... Pour que la famille... C'est pas juste pour moi tout ce que je fais, c'est pour la famille essentiellement. Donc, elle... Les enfants, Samuel et Théodore, puis j'en parle souvent dans mes conférences, puis ça a toujours été quelque chose d'important. Le pourquoi de qu'est-ce que tu fais est très important. Et pour moi, le pourquoi, c'est la famille, c'est les enfants, c'est ma femme, c'est tout ce que je fais, c'est pour ultimement pour eux autres leur créer des meilleures opportunités plus tard. Quand tu rentres à la maison et tu vois leur sourire, j'aimerais que tu me parles de leur sourire quand ils voient papa rentrer après ces dures journées. Ça te donne-tu une petite énergie en plus, le ressenti à ce moment bien précis, quand tu franchis le pas de porte? On aimerait t'entendre, Coach Danny. Absolument, parce que tu sais, des fois, tu vas rentrer à la maison, tu es fatigué, peut-être la journée n'a pas été comme tu penses, peut-être pas aussi heureux, puis là, ces enfants-là, ils sentent pas tout ça à l'extérieur. Eux, ils sont juste contents de te voir, ils veulent juste apprécier ta présence. Puis surtout qu'ils commencent à réaliser que des fois, je suis pas aussi présent à la maison. Donc, les moments que je suis à la maison, les moments que je suis là le soir, hier soir, j'ai pu écouter un film avec les enfants, la famille, puis je voyais que c'est anodin écouter un film avec les enfants puis la famille, mais je voyais que je leur avais créé un bon moment, puis ils étaient contents que je puisse être à la maison. Puis on venait de passer une séquence où est-ce que depuis septembre, mois d'août de l'année dernière, mes week-ends, mes soirs et fins de semaine sont consacrés au football, les rencontres en finance. Donc,
pas beaucoup de temps là, pour avoir des soirées film à la maison avec la famille. Film à la maison, ben, lorsqu'on fait des séances de visionnement, des matchs précédents, séances de visionnement vidéo, là, qu'on dit, est-ce que des fois, tu vois Samuel ou Théodore venir t'assister? Papa, mais il a pas bien fait son tracé. Puis, mais papa, pourquoi il a pas réussi à attraper le ballon? Ton defensive back, pas, il faisait quoi sur ce jeu-là? Est-ce que tu sens qu'ils sont en train de développer cette fibre avec le IQ, pour utiliser un terme très sportif, IQ du football? On t'écoute? C'est drôle que tu me demandes ça parce que de plus en plus, je commence à le voir, spécialement avec mon plus vieux, Samuel, plus intéressé. Puis moi, j'ai transféré mes habitudes comme athlète professionnel à ma carrière médiatique. Donc moi, je réécoute tout le contenu que je mets à la télévision. Donc quand je reviens, je fais des apparitions à RDS, des analyses vidéo. Je vais les réécouter. Okay. Puis Samuel, des fois, il va être à côté de moi. Puis là, il commence à s'intéresser de plus en plus à qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Okay. Pas tant qu'est-ce que moi, je livre comme prestation, mais plus les équipes, qui va gagner, pourquoi ils ont gagné, c'est qui les meilleures équipes. Okay. Puis de plus en plus, il comprend l'aspect tactique. On les a amenés de plus en plus cet été aux Alouettes. Il commence à comprendre les enjeux, les pénalités, les bonnes équipes, les bons jeux, les mauvais jeux. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fun de voir que mes enfants commencent à partager un peu une passion parce qu'eux, ils m'ont pas vu jouer. Eux sont arrivés un peu plus tard dans le parcours. Donc l'aspect médiatique, l'aspect football me permet de recoller un peu la passion que j'ai pour le football avec mes enfants. Tu nous parles des Alouettes très rapidement. On a reçu président Mario Cecchini, qui était président jusqu'à tout récemment. J'aimerais t'entendre. Les Alouettes, là, on sent que les propriétaires n'ont pas encore donné le go pour que l'équipe puisse aller chercher des joueurs sur le marché des joueurs autonomes. On sent que coach Machocha, que tu as eu la chance d'entraîner avec lui lors de ton passage au Carabins de Montréal. Tu étais entraîneur adjoint de cette période des Carabins là, qui était si foisonnante versus le Rouge et Or de l'Université Laval, là, quand même, là. Monsieur Glenn Constantin, de l'autre côté. Mais j'aimerais t'entendre aujourd'hui, toi-même qui as joué pendant, 5 ans, 6 ans dans la Ligue canadienne. Oui, mais 5 ans à Montréal. 5 ans à Montréal, quand même. J'aimerais t'entendre, quand tu vois que l'équipe traverse une période un peu plus rocambolesque, toi, est-ce que tu es en train de regarder avec les Laurent Duvernay-Tardif et Al pour devenir propriétaire des Alouettes de Montréal? On t'écoute, coach Danny. Faudrait pas dire ça à ma femme que je considère devenir propriétaire des Alouettes. Je pense qu'elle sent que j'en ai déjà assez dans mon assiette. C'est sûr que c'est pas le fun de voir les Alouettes passer à travers une période comme celle-ci. C'est une équipe qui était tellement importante pour moi dans mon parcours. Je pense que les Alouettes, c'est un produit important pour la communauté, à Montréal, pour les jeunes joueurs de football. Donc, c'est pas le fun qu'est-ce qui se passe présentement. Et ça fait longtemps qu'ils passent à travers une mauvaise période. Puis, tous les souvenirs que moi, j'ai des Alouettes quand j'étais plus jeune ou quand j'ai participé aux Alouettes, c'était des succès. C'était des participations au Coup Grey, des joueurs étoiles, un bon produit. On était important dans la communauté, on était dans les écoles. C'est très positif. Puis depuis... L'époque des Calvillo. Exactement. Là, puis des rivaux, là. Depuis juste avant la pandémie, il y a eu la vente, la transition de Witten Hall, qui était le propriétaire de notre époque, à la succession Stern, Spiegler. Ça n'a pas très bien été. La pandémie a vraiment affecté le produit, le retour. La mise en place de Cecchini, Danny Machocha, d'après moi, très important. Je pense qu'eux, ils font partie de la solution. Donc, heureusement, là, dans les dernières semaines, il y a eu des nouvelles où est-ce que les propriétaires Stern et la succession de Spiegler ont relégué la propriété des Alouettes à la Ligue. Donc, présentement, c'est la Ligue qui est en train de coordonner le transfert de la propriété des Alouettes vers, on l'espère, des investisseurs locaux. Est-ce qu'on risque de revoir M. Cecchini? M. Cecchini a été remis en position comme président par intérim. T'es dans le secret des dieux, là, dans les coulisses du pouvoir, M. Danny. C'est une très bonne nouvelle parce que je suis d'avis que Cecchini et Danny Machocha ont dû gérer les Alouettes dans une période très difficile. On parle pandémie, retour après la pandémie, saison écourtée, puis l'aspect marché joueur autonome sans savoir qu'est-ce qui se passe avec les propriétaires, la capacité de signer des joueurs, naviguer à travers tout ça, puis de tirer leur épingle du jeu. Chapeau à eux autres. Je pense qu'il va y avoir des meilleurs moments. Donc, quand ils vont être mieux supportés, je pense qu'ils vont être capables de faire des bonnes choses. Est-ce qu'on est capable de trouver un groupe d'acheteurs montréalais, québécois, potentiels ou canadiens ou internationaux qui aimeraient, je sais pas, tu sais, Qatari Airlines, qui aimeraient peut-être, acheter le Canadien,
les Alouettes de Montréal. Est-ce que toi, tu as eu peut-être vent que la Ligue, avec le commissaire, sont en train de regarder afin d'avoir des investisseurs et des gens dits prêts à s'investir sur le long terme? Ben moi, j'espère que la Ligue canadienne va avoir appris de ce qui s'est passé en 2019. Moi, je pense que c'est très important d'avoir des investisseurs locaux, des gens qui comprennent la réalité du marché québécois, qui sont présents, qui sont capables aussi d'aller cogner aux portes de leurs collègues investisseurs, entrepreneurs de la communauté. Je pense que si on a des investisseurs locaux, ils vont pouvoir rallier le Québec Inc. Le Québec Inc. Les gens coutus de ce monde, les gens des communautés. Exactement, Québécois, les Pélados, peu importe. Je pense qu'il y a une solidarité qui doit se faire entre les entrepreneurs, qui peut juste se faire si on a des investisseurs locaux qui se connaissent. On sait comment c'est, la solidarité. Ces gens-là se connaissent. Donc, je pense que si on a ça, ça va aider. Puis, je pense que j'appelle aussi au public et aux supporters de faire en sorte que si on a des investisseurs locaux qui step up to the plate, comme on dit, puis qui disent oui, on va prendre les Alouettes pour faire en sorte que ce soit une propriété de la communauté, mais il faut aussi que la communauté step up. Il faut qu'on se pointe, il faut qu'on achète des billets de saison, il faut qu'on consomme, il faut qu'on fasse en sorte que les gens qui vont step up, que ça devienne un investissement intéressant pour eux autres aussi. Je sens, il y a ma petite oreille de Coconut Podcast qui me dit que tu fais partie de la solution. Je te sens comme un ambassadeur né pour vraiment amener ce message du produit de qualité que nous offrent les Alouettes depuis plusieurs décennies. Là. Il était là avant, il avait fait une pause, il était revenu par la suite. Depuis lors, on n'a que du bon produit. Est-ce que bon, on sait que tu es quand même proche de Monsieur Machocha, de Coach Machocha, de Cecchini. Est-ce que tu as eu un appel? Est-ce que Marie-Pierre te dit hey, c'est ta boîte vocale, Dani, il y a pas mal de messages de Cecchini, il faudrait que tu le rappelles, là. Est-ce que ou toi-même, tu as tellement eu de bons moments avec les Alouettes que tu penses prendre le téléphone et appeler Dani pour lui dire Dan, je pense que je suis prête à venir te donner un coup de pouce selon les moyens que vous avez, mais parce que je ne sens pas plus ambassadeur que toi, il n'y en a pas, là. C'est sûr que si jamais les Alouettes m'appelaient, puis me demandaient de faire une place dans mon horaire chargé pour eux autres, je n'aurais pas le choix. Tu sais, j'ai l'impression que les Alouettes ont tellement été importants pour mon parcours, ils m'ont tellement donné, ils m'ont tellement permis d'avoir des opportunités par la suite, que je suis un peu redevable à cette organisation-là. Donc, pour moi, c'est sûr que si je recevais c'est une fraternité, là. Exactement, puis je pense que je serais un parmi tant d'autres. Je suis pas le seul. Il y a moi, les Mathieu Proulx, les Étienne Boulay. Okay, yes. Moi, je trouverais ça aussi cool de faire partie de la solution, tu sais, de ramener les Alouettes vers où est-ce que cette organisation-là était quand nous, on était des joueurs. Puis moi, je pense aussi que ça, c'est important. Donc, c'est sûr que je prendrais l'appel. Puis en plus, c'est des gens que je connais. Tu parles de Dani Machocha, Mario Cecchini, des gens avec qui j'ai des très bonnes relations de respect. Puis c'est sûr que je prendrais l'appel, puis je considérerais. Puis je trouverais moyen de faire une petite place pour les Alouettes là, dans mon horaire, c'est ça. Écoute, moi, je suis estomaqué par ton aisance au niveau communicationnel, mais c'en est époustouflant. Moi, ma petite oreille me dit également qu'il y a Monsieur Legault qui est en train de te regarder et Monsieur Justin Trudeau. Et puis là, voulant avoir davantage de représentativité au sein des communautés culturelles. Monsieur Trudeau a Emmanuel Dubourg, mais là, je pense que son équipe sont en train de découvrir. On a eu Ken Dryden là, à Ottawa aussi. Là, donc, des sportifs, des fois, ils font le saut en politique. Monsieur Desrivaux, coach Desrivaux, vous qui vous exprimez si bien, qui faites des analyses on point, pour ne pas dire autre chose, est-ce que un appel du milieu politique éventuel, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser? Ou Marie-Pierre t'a déjà dit, Jo, que t'embarques là-dedans, moi, je me retourne chez maman. Tu sais, on t'écoute. C'est une question intéressante que tu poses, parce que si mon père était assis à côté de moi, il dirait « Ah, c'est ça, Alain Joe! Alain Joe! Dani, je te l'avais dit! Alain Joe a raison, la politique, c'est ta voix. » Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est de mission de servir, de mission d'aider la communauté. Yes. Je sais pas si c'est par la politique que ça va se faire. Je pense que j'ai la capacité de le faire par d'autres moyens. Donc, je dirais, pour le moment présent, avec toutes les autres choses que je gère, je pense que je préfère continuer de faire de différents moyens sans m'attacher à... Je vous vois maire de Montréal. Un parti politique. Puis, des fois, j'ai l'impression que, puis ça c'est mon opinion très personnelle, la politique est très ingrate. T'sais.
même si tu fais beaucoup de bien, tu peux jamais faire plaisir à tout le monde. Puis est-ce que tu reçois toujours la gratitude pour les efforts que tu mets? C'est un monde très difficile. Là. Comme le sport, là. J'ai envie de dire, il y a des similitudes quand même assez intéressantes quand même, là. Excellent, excellent. Wow. On a parlé de possibilités de politique. Moi, je t'ai même dit, je te vois maire. Tu sais, maire de Montréal. Mais d'après les recherches de Coconut Podcast, et là, on va apprendre à te connaître. Il a peur que tu aies un 4-5-0 sirop d'érable comme il faut, t'as grandi à Laval. Tu es né au Québec? Né au Québec. Né au Québec, un fleur-de-lysée, 100%. D'origine haïtienne. Mes parents sont nés en Haïti. Né en Haïti. Un souvenir de ton passage à Laval, quand même une ville très sportive à l'époque, là, je te dirais. C'est pas quelqu'un qui est de la même génération que moi, un peu plus jeune peut-être. Là. T'as vu beaucoup de tes amis jouer au basketball, au Nomade, à Montmorency. Toi, t'as plutôt fait le choix de traverser la rivière des Prairies pour aller au cégep à Vanier, entre autres. Tu vas jouer... Ça s'appelle les Cheetahs? Les Cheetahs, ouais, oui. OK, ouais, c'est ça. C'est les Stingers de Concordia. Exactement, c'est ça. oui. Mais vraiment, moi, j'aimerais savoir quel est un souvenir que tu as de l'île Jésus, de ton adolescence à Laval, qui a vraiment été charnier pour toi. Dans le sens, c'est à ce moment-là, après avoir joué peut-être pour les Bulldogs de Laval, puis tu t'es dit, « Wow, Danny, t'en as un talent, là. On t'écoute. » Ouais, puis mes premiers souvenirs, c'est de comprendre que Laval, c'était une banlieue avec beaucoup de plateaux sportifs. Donc, moi, je suis un de ceux qui a bénéficié du fait que où est-ce que j'habitais, terrain de baseball, parc de basket Clooney, parc Saint-Claude pour jouer au baseball, les arénas de hockey, beaucoup de plateaux sportifs. Un autre de mes souvenirs, c'est que dans le quartier où est-ce que j'ai grandi... Quel quartier? Laval-des-Rapides. OK, ouais. Donc, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de jeunes qui grandissaient dans le sport, des joueurs de hockey. On jouait beaucoup au sport dans la rue. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le quartier qui m'a appris à jouer au sport. Parce que moi, tu sais, mes parents, immigrants, travaillaient, tu sais, ma mère, tu sais, moi, j'ai un peu le stéréotype là, de la famille haïtienne immigrante. Père chauffeur de taxi qui travaille vraiment beaucoup, maman infirmière qui s'occupe des enfants. Donc, moi, j'ai pas eu des parents qui m'ont appris à lancer le ballon, puis aller au parc, aller au parc avec moi, puis tu sais, apprendre à tenir un bâton de hockey. Moi, c'est les voisins, c'est les parents des voisins qui m'ont un peu mis le ballon. Ils disaient, hey, tu l'attrapes bien le ballon. Tu devrais t'inscrire au baseball. Puis tu sais, même mes parents, quand je revenais à la maison, ils me disaient, papy, je veux jouer au baseball. Ah, OK, pas de problème. Ah ouais, OK. Ils m'encourageaient. Ils disaient pas, ah ben non, tu sais. Ils disaient, OK. Il était sportif aussi, ton papa. Est-ce qu'il avait joué au soccer peut-être, mais Haïti? à ma connaissance, j'ai pas de souvenir où est-ce que le sport était quelque chose qu'on C'est faisait athlétique ensemble. parce que il y a quelque chose en ce nom. Pas plus que ça, non. Puis tu sais, puis moi, je sais pas à quel point j'étais né physiquement pour faire du sport. Moi, je suis un petit joueur de football. Tu sais, moi, je pense que je me suis créé... On te sent costaud, Je me suis créé des opportunités parce que je me suis entraîné. J'ai développé musculairement. J'ai investi en termes de développement athlétique parce que j'ai fait plusieurs sports. Donc, à Laval, c'était ça pour moi qui m'a permis de, comme tu dis, là, me rendre au niveau collégial. Puis, tu sais, j'ai traversé la rivière dans ce temps-là pour aller au cégep de Vanier parce que je voulais aller dans la NCA. Tu sais, moi, j'avais compris... Tu as joué à Connecticut, à Virginia après. Là, moi, j'avais compris là, en secondaire 3. Parce que moi, j'ai commencé à jouer au football à 15 ans. Tu sais, j'ai fait du hockey, j'ai fait du basket, du baseball, du track. T'es-tu genre LeBron James, peut toutes les faire, les sports? Ben, j'ai toujours eu des bonnes aptitudes athlétiques. Parce que, tu sais, j'ai des bonnes bases athlétiques, puis j'apprends vite, puis je suis capable, tu sais, j'ai des bonnes bases. Donc, je me rappellerai toujours qu'en secondaire 3, quand j'ai commencé à jouer au football, tu sais, on parle de l'aspect modèle, l'aspect motivation pour aller accomplir des choses. Puis en secondaire 3, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic de qu'est-ce que je veux faire, puis dans quoi je veux m'investir. Puis moi, j'avais eu connaissance là, du parcours de Chimanga Biakabutuka. Donc, Wolverine, Michigan. Exactement, Vanier. Donc moi, j'avais pris connaissance de son parcours. Je savais que j'aimais le football. Donc je me rappelle en secondaire 3, j'avais écrit une lettre à mon professeur d'anglais disant que moi, je voulais faire les mêmes choses que Touchdown Tim.
Donc, j'avais écrit, je voulais aller au cégep de Vanier à Ville-Saint-Laurent, je voulais aller à Michigan, je voulais aller jouer dans la NFL. Tu as rencontré les Patrick Kabongo, entre Ben, autres. c'est ça. Puis là, Ouais, c'est ça qui m'a amené vers Vanier. Puis là, quand j'ai eu Vanier, je suis tombé dans un environnement qui était le bon environnement pour me positionner pour la suite des choses. Parce qu'à Vanier, il y avait plein de joueurs qui allaient avoir des beaux études aux États-Unis. Les ports de communication étaient ouverts. Puis c'est ça qui m'a amené La vraiment transition français vers l'anglais, parce qu'aujourd'hui, même tout à l'heure sur le plateau, qui sont de langue anglaise, et on te voyait, mais comme un poisson dans l'eau, tu es considéré comme polyglotte, du moins tu maîtrises français, anglais, créole, espagnol un petit peu, assurément. Ça n'a pas été difficile pour toi ou tu étais déjà un fan de BET, puis tu checkais ABC, puis tu étais déjà connecté sur ce qui se faisait en anglais, mais comment tu as pu être aussi anglophone? Est-ce que c'est tes vacances l'été avec tes cousins et cousines? C'est exactement ça. T'as-tu appris à jouer aussi au football de l'autre côté de la non, frontière? Jamais tant que ça. Parce que moi, Okay. le football, c'est arrivé tard dans mon parcours. Ouais, Mais... tu sais, on parle d'immigration là, haïtienne vers les États-Unis, vers le Canada. Mais moi, ma mère, qui est une de 12 enfants, mais c'est juste 2 ou 3 de ses frères et sœurs qui ont fini à Montréal. La majorité étaient aux États-Unis. Yes. Donc, même chose pour mon père. Donc, forcément, vacances d'été, New York, Floride, puis les jeunes Américains, c'est sûr qu'eux, ils vont pas parler français avec toi. C'est toi qui vas devoir parler anglais avec eux autres. Donc, par force de communication avec mes jeunes cousins, beaucoup d'anglais dans le foyer. Puis, j'avais aussi pris la décision, non seulement pour la capacité de me former athlétiquement pour le football, d'aller à Vanier pour me mettre dans un bain linguistique, apprendre en anglais pour une première fois au cégep, avant de le faire une première fois à l'université aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça faisait partie de pourquoi je suis allé à Vanier. L'adaptation, le fait de plus trouver le soul food de maman. Est-ce que tu as fait comme Ben Maturin, tu as amené une de tes sœurs, une de tes cousines avec toi, là où tu jouais à l'université, tu vis dans les dorms. How was it, KD, every day, craft dinner, what was it? Comment c'était? C'est ça. C'est sûr qu'on mange pas la meilleure nourriture, puis on est loin un peu de la nourriture de la maison quand on est à l'université, en dorm, tu es dans la cafétéria, donc on mange pas toujours les meilleures choses. Quand j'étais à Connecticut, c'était plus facile de revenir par moment. Les longues fins de semaine, on pouvait revenir à aller chercher de la nourriture à la maison. Quand mes parents descendaient, ben, ils pouvaient m'amener des choses que je pouvais mettre dans des congélateurs, que je pouvais réchauffer au besoin. Quand j'étais en Virginie, par contre, c'était un peu plus différent parce qu'en Virginie, on était plus loin, plus de temps loin de la famille. Mais des familles haïtiennes, il y en a partout. Donc, sinon, il y a la culture... Exact. Sinon, il y a la culture jamaïcaine. Qu'on peut... Les West Indians qui sont là. Tu trouves tes plantains. Là. Exactement. Ton jerk. Exact. Quelque chose de similaire qui te rapproche pour faire en sorte que tu t'ennuies pas trop de la nourriture de maman. Toute une carrière au niveau du football. 5 ans avec les Alouettes. 1 année dans la ville reine avec les Argonauts, les Argos, comme on dit. 3 championnats dans la LCF, Ligue canadienne de foot. Mais également, pour moi, j'ai fait l'Université Laval. Mais je n'étais pas joueur, là, mais je traînais avec les Rodney Pierre, puis Dimitri Carmis. Oui, je connais bien. Running back à l'époque. Tu as remporté avec les Carabins. J'étais en beau joie le vert. Là. Vous veniez d'arriver dans la Ligue, puis là, vous pétiez bretelles. Les Carabins, tu remportes la Coupe Vanier. Quelle est dans tout ce parcours footballistique, ta plus grande réalisation, ton plus beau moment? Et pas fait 3 fois la Coupe Grey, là, tu sais, à bout de main. J'aimerais t'entendre à bout de bras. La Coupe Vanier, qui est quand même, ça coche, là, au Québec, au Canada, plutôt. J'aimerais t'entendre. C'est un moment très spécial dans mon parcours. Ton repêchage en 2006? Oui, ça en fait partie. Mais la Coupe Vanier, c'est un aspect important parce que quand nous, on est arrivés à l'Université de Montréal, avec Danny Machuchak, ça faisait peut-être 2 ans qu'il était là, il est en train de changer un peu la culture. Puis il a amené d'autres entraîneurs, moi, Fabrice Raymond, après ça, Paulo Saint-Villien, est arrivé Marco Yadeluca. Puis je pense que, tu sais, contrairement aux Alouettes de Montréal, quand moi je suis arrivé aux Alouettes de Montréal, les Alouettes étaient bons. C'était déjà une équipe qui était considérée comme en haut, là, en haut de la montagne, l'installation de la culture. Pringle était déjà parti. Pringle était parti, mais Calbio était là. C'est une équipe qui était souvent à la Coupe Grey. C'était pas tout à fait ça à Montréal quand on est arrivé. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai senti que
on avait un changement de culture à faire, on avait un reset à faire. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, j'avais l'impression que les Carabins avaient encore un complexe de petits frères à l'Université Laval. OK. Puis beaucoup des nouveaux entraîneurs qui sont arrivés se sont dit, nous, là, qu'est-ce qui s'est passé avant? Là? On ne connaît pas, nous On autres, connaît là. pas ça, là. Nous, on s'en vient là pour grinder, changer la culture, shock the world, tu sais, c'est shock the world. Puis, on a réussi par recrutement, on a été dur avec les jeunes, on les a encadrés, on les a poussés. Puis, de réaliser que qu'est-ce qu'on a fait dans ces années-là, c'est des choses qui n'avaient pas été faites jamais. Quand on a battu Laval à Laval, à la Coupe Dunsmore, je pense que la statistique, ça faisait... 8-9 ans. Plus que ça. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas perdu à Laval. Donc, on parle là de, à chaque année, des équipes qui font le camp d'entraînement qui disent « Ah, cette année, on va le faire. » Fail, échec. Okay. Pendant des années. Puis nous, on a réussi à faire ça. Puis une fois qu'on a fait ça, ça a débloqué. Puis là, tu vois qu'aujourd'hui, tu sais, il y a une réalité parce que les gens n'ont plus le complexe de dire « Ben là... Beaucoup de jeunes choisissent de rester à Montréal maintenant. Ils vont plus... Avant, il y avait peut-être des gens qui disaient que c'était un peu normal de finir deuxième à Laval. T'sais? Puis nous, on a dit, ben non, c'est pas pourquoi ça, nous, on peut pas être les champions de la Dunsmore? Pourquoi nous, on peut pas aller à Laval puis battre Laval, même si personne n'a jamais fait avant? Donc, on a réussi par changement. Fait que ça aussi, c'est de construire quelque chose, de le faire pour la première fois. Il y a beaucoup plus de valeur dans ça là, que bien d'autres choses. Avant de terminer l'entrevue, on va passer sur un aspect qui nous intéresse et qui va intéresser beaucoup de nos auditrices, auditeurs. Mais on voit que tu portes une bague. Écoute, moi, ces bagues-là, je les vois chez Maurice Richard. Là, ben, tu sais, on peut imaginer Sidney Crosby, LeBron James. Il y en a une grosse aussi, tous les grands champions. Lorsque tu portes cette bague, c'est comme ça, elle est contagieuse, là, tu sais. Quelqu'un qui la voit, il est comme, wow, he's a champion. Oui. I'd like to have one. J'aimerais ça en porter une. Ça, c'est la Ligue canadienne. Ça, c'est la Coupe Grey en 2009. Wow. Donc, la fameuse... la fameuse game là où est-ce qu'on contre Saskatchewan, ça se termine à la fin, on s'aligne pour botter pour remporter le match, on manque le placement, il y a une pénalité du côté de Saskatchewan, on avance, on rebotte, on est champion. Donc, beaucoup de leçons de cette saison-là. Ne jamais abandonner tout aussi longtemps que absolument. le son final. Puis j'en parle des fois dans les conférences. Je dis, dans ce match-là, on a compris que tant qu'il y a du temps au cadran, peu importe comment le match avait commencé, parce que ça avait très mal commencé pour nous, même si on était favori par 15 points, on était la meilleure équipe, puis on s'est battu jusqu'à la fin. Puis tant qu'il y a du temps au cadran, tu peux te battre. Puis c'est la même chose dans la vie, right? Ben, c'est ça. Peu importe comment ta vie commence, ça ne garantit pas le succès. Même si ça commence mal, ça ne garantit pas l'échec. Tant qu'il y a du temps au cadran dans la vie comme au football, dans le sport, tu es prêt à te battre pour changer le statu quo, la fin. Tu as des chances de sortir de là avec un championnat. Puis, je la porte autant pour la partager, mais pour me faire comprendre aussi... Ben oui. Ouais. Pour me faire comprendre aussi, c'est un rappel, cette bague-là, Le pour zoom moi. est bon? C'est un rappel, tu sais, pour faire comprendre aux gens le fruit des efforts, des sacrifices, tu sais, de terminer qu'est-ce que tu as entrepris. Donc, pour moi, c'est un rappel. C'est des fois, quand les moments sont durs, c'est comme... Yo, champion! C'est ça, je suis un champion, j'ai accompli des choses. Tu sais, je sais c'est quoi ma recette. Quand je vois ça, je sais c'est quoi ma recette du succès. Tu nous parles de recette du succès. Tu nous as parlé de temps, n'est-ce pas? Dès qu'on met le temps, forcément, il y a quelque chose qui débloque. Il y a cet adage qui dit le temps, c'est de l'argent. Et bon, en tant que joueur professionnel, bon, tu t'es fait un petit coussin, hein, quand même. Et tu t'es lancé dans cette aventure côté de la finance. J'aimerais que tu nous en parles aujourd'hui. Tu es conseiller financier, donc quand même régi par l'autorité des marchés financiers. Donc tu as des règles à respecter quand même. On aimerait t'entendre. Pourquoi ça devrait être important pour les gens de notre communauté de penser à planifier, n'est-ce pas, leurs finances, éventuellement pour avoir peut-être une meilleure retraite ou d'aider les enfants à entreprendre certains projets. On aimerait t'entendre là-dessus. On sent qu'il y a de plus en plus de gens, de grandes personnalités de la communauté noire qui incitent leurs semblables à s'intéresser à leurs finances. Peut-être c'est quelque chose qui nous manquait là, dans notre éducation
étant plus jeune. On aimerait t'entendre. Ça, c'est quand même tout en ton honneur, là. Ben, premièrement, j'y crois par expérience. J'y crois parce que moi, je suis un jeune élève au primaire, que quand les caisses des jardins sont rentrées dans les écoles, que moi, je suis allé m'ouvrir un compte en banque. Que, tu sais, j'allais placer de l'argent de côté. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les Alouettes, j'ai commencé à placer de l'argent pour ma retraite. Ton agent qui t'avait donné ces infos ou tes parents, ça, le bas de laine? Il y avait mon expérience personnelle qui m'a poussé vers mettre de l'argent de côté, investir en immobilier tôt, investir pour la retraite tôt, commencer à penser, vivre à l'intérieur de mes Calvino moyens. t'en as parlé. Il y a quelqu'un qui t'a donné un cue, non? Mon père. Puis l'autre aspect de l'expérience, c'est ma famille, mon père. Mon père qui a été toujours très économe. Mettre de l'argent de côté, rembourse tes dettes, fais attention avec tes sous, pense à demain. Puis, c'est moi, je vois aujourd'hui que ce soit pour mes intérêts personnels, les fruits de ces efforts-là qui ont commencé il y a longtemps. Puis la même chose pour mes parents aussi, qui ont été capables d'avoir des retraites. Oui, bien sûr. Donc, tu sais, ça, c'est l'aspect 1, c'est l'aspect expérience qui fait en sorte que j'ai vu mes parents. Puis, j'ai toujours été finance à l'intérieur de moi. J'ai fait un bac en finance, j'ai fait un MBA à l'école. Donc, puis j'ai vu les bénéfices. Es-tu un surdoué, coach? Je sais pas si je suis surdoué. Mais je suis Caméraman. Un éternel ambitieux. Es-tu surdoué? Je pense que oui, Je hein? suis un éternel ambitieux. Je suis un éternel ambitieux, puis j'ai pas peur de faire des sacrifices. Puis, c'est pour ça que l'aspect finance, pour moi, est très important. L'aspect éducation financière est très important parce que si tu l'as pas, cette éducation-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit de le faire puis tu l'as pas écouté, ben peut-être qu'il va être trop tard. Tu sais. Donc moi, c'est ce que je constate dans ma pratique aujourd'hui, qu'il y a un sévère manque d'éducation financière qui mène à des erreurs, des conséquences, des choses que les gens doivent gérer plus tard. Donc, moi, je pense que ça fait partie de la mission, de donner l'éducation financière, que ce soit le plus tôt possible. Quand les jeunes, ils sortent sur les bancs d'école, qu'ils touchent leur premier dollar, de leur faire comprendre que oui, il y a un impact de bien gérer tes premiers dollars, pour faire en sorte que tu ne regrettes pas certaines décisions que tu as prises quand tu as 45, 50 ans. Puis là, tu réalises que tu veux prendre ta retraite ou tu veux certaines choses, puis tu n'es pas tout à fait là. Puis là, un conseiller doit te dire, ben, voici les modifications que tu dois faire à ta vie pour pouvoir avoir ces choses-là. Puis tu es comme, oh my God, ça fait 15 ans, 20 ans. Puis combien de fois je l'entends, I wish I knew. J'aurais aimé ça qu'on me dise ça. Puis malheureusement, à l'école, il n'y en a pas assez de ce genre d'éducation financière-là, qui met beaucoup de gens dans le pétrin. Est-ce que tu sens que de plus en plus, en étant sur le terrain, en proposant cette offre de service, tu sens qu'il y a de plus en plus de gens issus de la communauté noire, hommes, femmes, non-genrés, qui appellent à ton bureau, qui font appel à tes services? Tu te dis, oh, OK, il y a un éveil. Est-ce que tu sens que aujourd'hui les jeunes issus des communautés noires s'intéressent davantage à leurs finances? Ben, absolument. Puis une des raisons pourquoi ça arrive maintenant, c'est que notre communauté est rendue là. Yes. On a accès à des emplois mieux rémunérés, il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de gens qui ont réussi. On a des parents qui ont eu des belles carrières, qui commencent à léguer de leur vivant ou transférer des compagnies, des actifs. Donc, il y a des gens qui ont besoin puis qui ont la capacité aussi de mettre des stratégies en place puis qui commencent à penser à leurs enfants aussi. Ils disent, OK, là, mes parents, ils ont fait un petit bout de chemin pour moi. Ou s'ils n'ont pas été capables, ils m'ont permis d'aller chercher une éducation qui, là, me permet peut-être de setter des choses pour mes enfants. Donc, on a une opportunité, là, en termes de génération, de setter les choses comme il faut pour rattraper un peu les générations qui ont des avances sur nous. Nous, on a une opportunité qu'il ne faut pas qu'on rate notre coup, là. Parce que sinon, nos enfants vont devoir faire ce que nous, on n'a pas fait pour eux autres. Pour terminer, Samuel Théodore, nos parents n'ont pas nécessairement eu cette chance de nous transmettre, malgré que ton papa était quand même assez serré sur ses finances, là. Mais est-ce que tu te fais un devoir de leur montrer c'est quoi la valeur de l'argent en étant tout jeune? Toi, ce que tu avais peut-être appris un peu vers les 11-12 ans, maintenant, toi, tu t'es assuré qu'eux, ils comprennent le dollar dès l'âge de 6-7 ans, comme mon frère, ma cousine, mon ami libanais, qui va au marché avec son parent, puis qui échange déjà très jeune, il comprend la valeur de l'argent. Est-ce que tu t'es fait un devoir 100%. Que tes enfants soient 100%. Éduqués là, à un niveau vraiment? Absolument, puis ça fait partie de l'éducation. Oui, on veut les élever, mais on veut aussi leur donner les meilleurs outils possibles. Donc, mes enfants, ils comprennent beaucoup qu'est-ce que je fais. Ils comprennent quand je vais faire une visite à l'immeuble à logement, ils comprennent
le concept de l'investissement passif. C'est, ah oui, papa, il loue des logements parce que la valeur de la propriété va augmenter, puis on a un échange de services, puis ça aide le patrimoine familial. Donc, ils comprennent cet aspect-là. Puis moi, je vais être un parent qui va forcer mes enfants à aller cogner aux portes, puis aller déneiger, aller ramasser des feuilles. Nice. Faire des limonades là, l'été. Ils n'auront pas le choix. Ça va faire partie. S'ils veulent des choses, c'est comme ça qu'ils vont le faire, puis ils vont apprendre certaines choses. Pour terminer, je vois qu'à la régie, on me dit, on a beaucoup de temps, mais on t'a là, donc on en profite, on tire le maximum de jus. En 2020, tu faisais quand même une sortie dans la presse en début de pandémie, puis tu disais que, écoutez, avec tout le bagage, et c'était même des journalistes qui faisaient le constat, avec tout le bagage qui était le tien, ton aisance au niveau communicationnel, tes études, un MBA, des études universitaires en anglais, en français, du côté nord de la frontière, du côté sud de la frontière, champion à maintes reprises au niveau universitaire, au niveau professionnel. Et malgré tout, tu sentais que c'était un peu lent afin de recevoir l'appel pour pouvoir un peu vulgariser dans les médias. Aujourd'hui, tu es un peu plus présent. Quel mot aurais-tu pour ces jeunes qui aimeraient, en 15 secondes, là, qui aimeraient suivre tes pas et avoir une carrière dans les médias tels que toi-même, coach des rivaux, tels que Andy Mailly-Pressoir, entre autres, les Mickers, les Georges Larac. J'aimerais t'entendre très rapidement de quoi ils doivent s'armer, de patience, de persévérance, voilà. C'est vraiment ça, c'est la patience, c'est la persévérance. Je connais pas le parcours de tous les autres, Meeker, Andy et compagnie, mais moi, je sais que pour moi, toute ma carrière de joueur, on me disait que ça allait être facile, j'allais avoir des opportunités. Puis ça a quand même pris de 2012 à 2020 avant que j'ai vraiment mes premières opportunités. Puis c'est de l'acharnement. Tu sais, j'ai cogné aux portes plusieurs fois, je n'ai jamais arrêté. J'ai des courriels que j'ai envoyés à des gens avec qui je travaille aujourd'hui qui ne m'avaient pas répondu leur disant « Je suis capable de faire le travail que vous voyez faire aujourd'hui. » Puis aujourd'hui, ils me disent « Ah, on est tellement content que tu sois là, tu fais du bon travail. » C'est de l'acharnement. Si je m'étais découragé, je serais passé à côté. Donc, c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment... Allez-y, cognez aux portes. Puis, si c'est quelque chose qui est si important pour vous, ben on n'abandonne jamais, on continue. Coach des rivaux, écoute, le temps se fait court. Je pense qu'on va avoir à t'inviter de nouveau à Coconut. Non, franchement, si les gens aimeraient avoir tes services au niveau des services financiers, comment on peut te rejoindre? Moi, je suis très disponible sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis très rejoignable. Superbe. Écoute, Coconut Podcast, on a eu la chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations à travers le Québec, 8000 kilomètres de parcourus. Et en fin d'entrevue, on partage ceci avec nos invités. Sur la côte nord, vers Sept-Îles, en langue Innu, ils nous disent « Chinas Kumitin ». Chinas Kumitin. Excellent. Hop là, polyglotte. Merci. Ah, OK. Ah ouais, là, on dit merci dans toutes les langues des Premières Nations qu'on a appris. Par la suite, on s'est rendu chez les Abénakis dans le centre du Québec. Drummondville, Victoriaville, Odanak. En langue Abénaki, ils nous disent « Oh, Léone ». Oh, Léone. Oh là là. On est monté en Abitibi. Par la suite, en Abitibi, en langue algonquine, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent « Miigwech ». Miigwech. My God. Tu l'as ou tu l'as pas, hein? Surdoué ou tu l'es pas. Finalement, écoute, on est dans la région de Montréal et nos frères et sœurs des Premières Nations, entre autres Mohawks, nous disent « Niawen ». Niawen. Danny Desrivaux, vous êtes d'origine haïtienne, je le suis. Alors, je vais vous dire un gros merci en pile ou si on potomitan dans la communauté. L'esprit tranquille, mais qui travaille assurément. Moi, je vous vois maire du 450 ou du 514, éventuellement, peut-être en remplacement du maire Boyer. Hein? Premier homme de couleur à la mairie de Laval. Pourquoi pas? Alors, on vous dit, franchement... Merci de nous inspirer. On peut-tu l'avoir, votre bague? Oh, ça, c'est un truc de champion. Merci. Merci beaucoup à toi. Messieurs, dames, oui, on vient de s'entretenir avec ce quadruple champion, en tout cas de mémoire, là. 3 coupes Grey, 1 coupe Vanier. Et là, maintenant, il est en train de gagner cette coupe de la vie. Il partage son savoir avec les plus jeunes afin de s'assurer
que tous et chacun soient vraiment ferrés en ce qui a trait à la finance personnelle. Moi, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Suivez-le, entre autres, assurément sur Twitter, comme j'aime bien le dire. Messieurs, dames, nous étions avec coach Danny Derivo. Alors, on se revoit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, je vous dis, comme à l'accoutumée, Nyawen, merci, au revoir! Bravo. Merci. Ah, mon cher.